J'espère que la caméra va pas nous lâcher. Mais bienvenue dans cet épisode de Keirozuku. Et je comptais faire ça à l'extérieur, devant la voiture, avec la caméra, enfin l'appareil photo. Essayer de faire ça un petit peu professionnellement, proprement. Mais au moment où je suis arrivé, j'ai tout installé, j'ai tout sorti de la voiture, j'étais prêt à présenter les nouvelles modifications de l'EF. Le vent s'est levé, toutes mes fiches se sont envolées, j'ai dû courir sur peut-être 300 mètres pour essayer de les récupérer. Bref, c'était la merde. Donc ça m'a saoulé. Et je me suis dit que j'allais faire tout ça tranquillement à la maison, sans vent, sans bruit, sans bordel, sans rien. Donc, bienvenue. J'ai ici les notes de toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc j'avais fait une story en disant que j'allais présenter le F9. Et si vous aviez des questions précises, vous pouviez les poser. Et c'est ce que vous avez fait. Donc je vous en remercie. Quelques jours après le track day, on a déjà pris la voiture un petit peu sur le togué pour la tester. Ça s'est plutôt bien passé. Le seul problème, c'est que mon aileron s'est barré. Enfin, dans le sens où il y avait les quatre vis qu'on avait réparées avec Ken lorsqu'on avait récupéré la voiture. Il y en a 3 qui se sont barrés et je m'en suis rendu compte juste au bon moment avant que l'aileron se barre tout seul en fait. Donc là, l'aileron il est chez Enomoto-san qui est le body shop qui a déjà réparé plusieurs fois Madicito, etc. Donc vraiment des pros. Et je peux aller le chercher après 15h tout à l'heure. Donc c'est ce que je ferai, mais pour l'instant, on va présenter la voiture en elle-même et tout ce qui a été fait chez Orange Ball pendant peut-être 2 mois et demi finalement. Donc sur l'extérieur, à l'avant, on a eu la suppression de l'antenne. Il a remplacé l'antenne par un petit cache en carbone. Donc ça, c'est un des premiers trucs qu'il a fait. On a des suspensions, BC Racing, 18 kg à l'avant, 14 kg à l'arrière. Il y a des gens qui ont osé commenter que vivant au Japon, c'était presque inadmissible que je passe sur du BC Racing et pas sur d'autres marques qui soient plus accessibles, JS Racing ou Spoon, etc. Et encore une fois, en rapport qualité-prix et par rapport à l'utilisation que j'en ai, BC Racing c'est le moins cher et le plus efficace. Donc ça va revenir assez souvent pendant ces explications. Toutes les modifications que je fais et que je fais faire, elles sont réfléchies en fonction du prix, en fonction de l'utilisation, en fonction de la disponibilité des pièces, etc. Il n'y a pas, parce que mes potes font BC Racing, je fais BC Racing. Donc moi, je prends les pièces qui me vont, tout en partant sur le moins cher. J'ai aussi les calipers unparalleled qui viennent du Phoenix, qui ont été mis sur le F, et honnêtement, ils sont super agréables. Genre, quand je les ai testés sur TC2000, la voiture, elle freine tellement bien, c'est stable, c'est précis, j'arrive à contrôler vraiment le freinage, j'ai pas loqué les roues, honnêtement, super agréable. Donc ça, c'était plutôt cool. À l'intérieur, donc en fait, on a supprimé toute la sous-couche et toute la peinture dans l'intérieur de la voiture, sur le sol au moins, qui était, je sais pas si vous vous rappelez, absolument immonde. Et ça a pris un temps fou, on a tout enlevé. Après, il a tout repeint, mis la bonne peinture à la Spoon, qui est canonissime. Honnêtement, le fait que l'intérieur ait été repeint, ça change vraiment la vision de la voiture. Donc ça, c'était plutôt cool. Il a supprimé toute la rouille, il a vraiment enlevé toute la rouille qu'il pouvait trouver. Il a réparé les trous. Tout a été viré. Donc en fait, la voiture, elle est nickel. Modification et réparation des faisceaux électriques. Le bouton pour les warnings, il est un petit peu chiant à accéder sur le F9. Il est derrière le volant, c'est un peu casse-couille. Donc je lui avais demandé, est-ce que tu peux me mettre un bouton sur le volant? Lorsque j'appuie dessus, ça met les warnings. Parce que quand on roule généralement et qu'il y a un problème devant, on veut pouvoir vraiment prévenir directement la voiture qui est derrière, qui n'a pas forcément vu sur ce qui se passe à l'avant. Et il m'a dit, vu que tu n'as pas de pchit pour les essuie-glaces, parce que j'avais même plus les sorties sur le capot, si tu veux, lorsque tu actives le pchit pour les essuie-glaces, ça active les warnings. Donc il a fait ça par exemple, donc lorsque je tire sur le levier des essuie-glaces, j'ai les warnings qui s'activent. Et ça, c'est vachement pratique, vachement utile. Il a enlevé tout ce qui est tableau de bord et tout ce qu'il y avait derrière, donc les pédales, le chauffage, tout le système. Il a tout renettoyé, tout réparé. Les pédales, elles ont cette manie de se tordre un petit peu avec l'âge et de n'être pas complètement fixe sur ces voitures-là. Il a modifié la boîte à fusibles qui n'est plus dans la baie moteur mais dans l'habitacle, maintenant juste en dessous au niveau de mes pieds. Et il a modifié le chauffage, maintenant j'ai un chauffage qui passe par des relais et il m'a fait une petite plaque en carbone avec les boutons histoire de quand même pouvoir utiliser le chauffage même si on a dégagé l'intégralité du système de contrôle en fait. Et on a un contrôle du moteur et de la voiture en général par interrupteur. Donc ça c'est un des trucs que je lui avais vraiment demandé. Je voulais pouvoir démarrer la voiture avec des switches. Donc ça c'est ce qu'on a. Les switches, il y en a 5. Le premier c'est pour mettre le contact. Le deuxième c'est pour la première pompe
qui est sous la voiture. La deuxième, c'est pour la pompe du collecteur, qui est dans la voiture à l'arrière du siège passager. La quatrième, c'est pour activer et désactiver le VTEC. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de ce que c'était. Et en fait, c'est littéralement pour ça. En fait, c'est connecté à la solénoïde de VTEC qui est sur le moteur. Et lorsque je désactive ce bouton, la solénoïde n'est juste jamais activée. Donc en fait, ça me permet, lorsque je suis sur de longs trajets à pas vraiment haute vitesse, mais que je cruise à 140-150, si jamais ça arrive, ça permet de pouvoir désactiver le VTEC et de ne pas passer en VTEC dès que je veux doubler un camion sur l'autoroute, par exemple. Et le dernier bouton, c'est pour les accessoires. En fait, au moment où je vous en parle, c'est pas encore fini. Il vient juste de terminer les jauges au niveau du tableau de bord, donc vraiment entre le passager et le conducteur, pour le réservoir d'essence, la pression d'essence et la température d'huile. Et ce qui lui reste à faire, c'est au niveau du cluster, qui a été complètement viré parce qu'il ne marchait pas très bien de toute façon. On va avoir juste les tours par minute, la température d'eau et la pression d'huile. Déplacement de la batterie à l'arrière du passager pour la répartition des poids. Et bien sûr, l'installation du réservoir et du collecteur. Donc le collecteur derrière le siège passager, les pompes sous la banquette arrière et le réservoir d'essence dans le coffre, qui encore une fois ne sert à rien. Limite, c'est presque contre-productif parce que au lieu d'avoir vraiment le réservoir en bas de la voiture, donc avec un centre de gravité aussi bas que possible, vous l'avez dans le coffre, donc c'est pas très très intelligent. Maintenant, pour la répartition du poids, c'est mieux qu'il soit à l'arrière. Et le fait d'avoir le collecteur, ça a vraiment résolu le problème de lorsque le réservoir est presque vide et que je freine trop fort, en fait, j'avais plus d'essence dans le moteur, donc je pouvais plus accélérer, donc c'était super dangereux. Mais maintenant, ce problème est résolu. Et pour finir, au niveau du moteur et de la transmission, donc au moteur, on a un volant moteur et une poulie qui ont été remplacés pour des poulies et volants moteurs donc plus légers. Donc ça permet au moteur de vraiment monter dans les tours beaucoup plus rapidement. Ensuite, on a bien sûr la fameuse transmission à rapport court, qui m'a valu énormément de questions. On va y revenir juste après. Qui est donc de chez Aslan avec des synchros en carbone, avec un LSD de chez Cusco, le RS 1,5 Way. Et le dernier truc, c'est le radiateur d'huile, oil cooler, qui a été installé à l'avant de la voiture. Et voilà, et donc je crois qu'on a fait le tour pour les modifications. Ensuite, on a qu'est-ce qui reste. Donc, dans ma tête, j'ai 3 trucs que je veux vraiment faire. Et je vous l'ai dit avant la foire aux questions, mais je vais revenir dessus un petit peu plus en détail. Un moteur 1,8 litre ou 1,9 litre, mais honnêtement, je ne sais pas encore. Un toit en carbone, parce que ça, c'est pas très cher. C'est un peu cher à installer, mais c'est pas très cher. Et honnêtement, je pense que ça complétera vraiment la réduction de poids sur la voiture. Je pense que ça me permettra d'économiser encore une ou deux dizaines de kilos, donc c'est plutôt cool. Et une livrée, donc la couleur. Ça aussi, on va y revenir. Alors les questions, je les ai triées et je les ai mis dans un ordre qui, entre guillemets, aura du sens. Donc attendez la fin de la vidéo parce que je pense que j'ai vraiment répondu à la plupart des questions qui m'ont été posées sur Instagram et de manière générale depuis que la vidéo de Tsukuba est sortie. Et on va faire ça du coup. Est-ce que c'est ta génération préférée de Civic et pourquoi être passé sur une EF9 ? Alors oui, c'est ma génération préférée de Civic. EK, honnêtement, ça m'a jamais tellement attiré. J'aime pas tellement le look qu'elles ont. De derrière, elles sont sympas, mais de devant, je suis vraiment pas fan. Le G6, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout quand elles sont bien rabaissées. Le G6 Falcon, honnêtement, elle était incroyable. Elle était super jolie. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'atmosphère des EF. C'est teigneux une EF. Et c'est léger, c'est fragile. J'arrive pas vraiment à expliquer, mais oui, c'est ma génération préférée de Civic. Et je suis vraiment passé sur une EF parce que, j'avais pas conduit le F9 Spoon suffisamment longtemps pour me faire une idée de si j'aimais ou pas. Mais c'est vrai que pendant le peu de temps que je l'avais conduite, j'avais adoré. Donc je voulais conduire une EF encore. Le G6, honnêtement, était vraiment sympa. Mais c'est vrai que niveau look, c'est Integra DC2 et Civic EF9 pour moi. Poids versus puissance. Alors la puissance n'a pas encore été testée parce que c'est quand même un peu cher aussi de le faire sans aucune raison. Donc ce que je compte faire, c'est lorsque je passe à un moteur différent, je ferai un check de la puissance. Pour l'instant, on va partir sur 150-160 chevaux d'après ce que les fiches techniques disent à l'époque où elles sont sorties, pour un poids de 871 kg. Donc ça a été pesé la dernière fois sur Tsukuba.
Allègement prévu, oui, du coup, plus de carbone au niveau du toit. Les fenders, j'aimais pas en carbone, je trouvais pas ça joli du tout, et de toute façon, je compte faire une livrée, donc ça se verra pas. Le toit, pour le coup, lui, restera noir, avec le hatch qui lui aussi restera noir, et le capot qui risque de rester noir. Donc je me dis que si on a tout le haut de la voiture qui est en carbone noir, ça fera sympa, et ça permettra d'alléger un petit peu. Voilà. Esthétiquement, te plaît-elle? Quelles sont les prochaines modifs, et quelle couleur? Pourquoi le sticker Go Ahead? Alors, esthétiquement, me plaît-elle? Honnêtement, ouais. Là, s'il n'y avait pas d'histoire de livret, les roues, les fenders, le capot, le hatch, tout est plus ou moins exactement comme je la voulais. Le seul truc que j'aime pas, c'est les gros stickers Zero Fighter sur les côtés, là, sur lequel vous êtes censé mettre votre numéro quand vous faites la course. Ça, je trouve que ça fait un petit peu kéké. Mais si je les vire, je pense que je vais bousiller la peinture qui est en dessous, donc je vais attendre que la livrée soit faite pour dégager ça, mais sinon à part ça, c'est le capot vraiment que je voulais, les fenders que je voulais, les roues à part des TE37, c'est les roues que je voulais, et avec le petit aileron, le petit hatch, honnêtement, ouais, ça me plaît. Quelle couleur sera la livrée? Alors ça je vous le dis pas parce que j'ai envie de garder le secret, même si c'est un peu le cas, mais c'est plutôt que j'ai eu un devis en fait pour la livrée que je veux faire, et on est sur ça va être 6 000 €. Voilà. Donc c'est pas... bon, on n'a pas pris la compagnie la moins chère, hein, mais on a pris la compagnie qui ferait le meilleur taf. Surtout que la livrée que je veux faire, sans être compliquée, elle est un petit peu... Enfin, il y a pas mal de détails précis que j'ai pas envie de louper. Donc je compte faire la livrée, mais plus tard. Et comme le problème c'est que ça coûte super cher et que je veux aussi faire le moteur, etc., 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 ça risque de prendre du temps. Peut-être que ça va pas se faire pour X ou Y raison. Peut-être que je vais changer d'avis entre-temps. Donc vous verrez quand ça arrivera. Quand ça arrivera. Si ça arrive. Et on va garder la surprise jusque-là. Et enfin, pourquoi le sticker Osakini Dozo sur la vitre arrière? Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de ces Civic, les Kanjo vrais, ont No Good Racing, Temple Racing, ou pas mal d'inscriptions sur la vitre arrière, parce qu'ils sont quand même énormes sur ces voitures-là. Et moi je fais partie d'aucune de ces vraies teams de Kanjo, sauf que je trouvais l'idée d'avoir un gros sticker à l'arrière assez sympa, et en plus ce Osakini Dozo qui veut littéralement dire après vous, qui est une inscription que vous pouvez voir sur des véhicules lents, genre des camions ou des bus au Japon. À la base, je l'avais en petit sticker sur le Phoenix, et j'aimais tellement l'idée que je me suis dit, bah tiens, si je le faisais en gros sur la vitre arrière, et c'est une blague qui fait rire tout le monde, de manière générale, donc objectif atteint, voilà. Ensuite, le moteur, tu vas faire quoi? Donc, je vais faire un B18C à un moment. Est-ce que ce sera un B18C stock ou un B18C avec des pièces Toda ou overbore ou je sais pas machin? Je ne sais pas. Mais je compte le faire à un moment ou à un autre. Le prochain qui m'envoie un message en me disant que blablabla c'est une idée de merde, blablabla t'habites au Japon, t'as Toda pas loin, tu devrais faire des pièces Toda. On trouvait des B18 pour genre 200, 300 000 yens max. Il y a 2 ans lorsque j'ai acheté ma première Integra. Maintenant ils sont à 600 000 yens minimum. Et plus le swap, plus avoir une ECU qui sera pas Spoon du coup, parce qu'il n'y a pas de ECU Spoon pour des EF en B18C, etc. Donc il faut refaire un retune derrière. Ça va pas se faire comme ça, mais alors pas du tout. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Le prochain qui me pose la question, je le redirigerai vers cette vidéo-là en lui disant « Regarde, les informations sont là, je ne sais pas ». C'est prévu, ça fait partie des 3 trucs que je vais faire. Moteur, livré, toit en carbone. Quand est-ce que ça sera fait? Est-ce que ça pourrait être fait? Je ne sais pas. Mais c'est le plan. Oui, ça aussi, les gens m'ont dit « Ouais, le CU Spoon, ça sert à rien, machin ». Le CU Spoon, elle m'a coûté un tiers du prix qu'un Link ou un F-Con. Donc, même si ça sert à rien, ça m'a permis de monter mon rev limiter, de supprimer le speed limiter et de pouvoir avoir un moteur beaucoup plus agressif pour un tiers du prix. Honnêtement, je suis tout à fait satisfait de ça. Et si je veux modifier le B16 en B18 par exemple, en faisant un bore-up, en changeant les pièces pour des pistons plus petits, etc., pareil, ça coûte presque plus cher qu'un B18, donc ça vaut pas le coup. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les modifications ont été réfléchies de façon à vraiment trouver le meilleur compromis prix-puissance et pas partir sur des trucs délirants. Aussi, pourquoi je fais pas un K20 ou un K24? Un K20, ça sera très bien en ligne droite, mais du coup la voiture tourne beaucoup moins bien. Au niveau de la répartition des poids, c'est l'enfer visiblement sur une F9 parce que vous avez vraiment tout le poids à l'avant. Du coup, oversteer, c'est drift Matsuri.
Et lorsque j'avais demandé un devis pour un K20 dans le F9, on était à 2 millions de yens, du coup, 15 000, 16 000 euros. Tout compris, parce qu'il faut le moteur, la transmission, l'intégralité de la baie moteur va changer, les cardans, etc., etc., etc. Plus swapper le truc, il faut modifier le châssis, parce que le F9 ne permet pas de faire passer un K20 sans modifier le châssis d'abord. Et voilà. Le P16, on est bien. Compresseur turbo, non. J'adore le moteur NA. Et encore plus depuis que j'ai reconduit un turbo il n'y a pas longtemps avec la FC3S. Non, je pense qu'on est bien. J'aime bien quand ça rêve haut. Et j'aime bien avoir voilà, j'appuie sur l'accélérateur, tout de suite j'ai la puissance. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de machin. Moi, j'aime bien Atmo. On va rester en Atmo. La transmission, pourquoi ? C'est pas comme si j'avais fait 3 vidéos entières d'explication des modifications de la voiture au fur et à mesure chez Orange Bull, en expliquant pourquoi la transmission elle était en 4 rapports courts et pas 5. Mais du coup, je vais réexpliquer. Pourquoi on a une transmission avec uniquement 4 rapports courts ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. La seule alternative qu'on avait, et on a demandé, c'est M-Factory aux États-Unis, qui font des transmissions rapport court pour CRX, qui est la même transmission que le F9. Mais ça, ils ne le font plus. Ils ne le font plus pour les transmissions d'origine CRX F9. Eux, ce qu'ils font maintenant, c'est pour les transmissions de DA6, la première Integra, qui est en fait une transmission dont l'extérieur est la même que pour une F9, mais l'intérieur est la même que pour une EG6 ou une DC2. Donc en fait, on s'est dit, on va essayer de trouver cette transmission. Et cette transmission toute seule, elle coûte le prix d'une bagnole en fait. Il n'y en a qu'une seule qui est disponible sur Yahoo Auction en ce moment, et elle vaut 500 000 yens. Transmission d'origine, hein, même pas transmission rapport court, juste la transmission. Du coup, ouais. Encore une fois, la seule option viable qu'on avait, qui n'allait pas me coûter le prix de la voiture, c'était de faire cette transmission de chez Aslan, qui est en 4 rapports courts et 5e longue pour pouvoir cruise tranquille sur l'autoroute. Alors sur certains circuits, ce sera parfait. Je pense à Honjo, je pense à TC1000, je pense à Fuji Short, etc. Ce sera parfait. Mais sur TC2000, c'est pas parfait. C'est pas grave. Honnêtement, c'est quand même très sympa. Sur le Togay, vous avez sûrement vu ça dans la vidéo, je pense, précédente. Honnêtement, ça marche très bien. C'est pas parfait, je suis d'accord, je suis le premier que ça fait chier. Mais d'un autre côté, je n'avais pas d'autre solution, je n'avais pas d'autre alternative qui soit financièrement viable. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle vitesse j'atteignais avec la transmission actuelle. Donc en 3e, j'atteins 120 km/h et en 4e, j'atteins 160. Ce qui est maintenant avec le CU Spoon. Donc c'est vachement plus raisonnable que ce que j'avais avec le CU d'origine. Donc on va aller voir ça à TC2000 dans une semaine. Je vais faire une session avec le CU Spoon. Et comment pallier à ce problème, du coup, de transmission trop longue pour TC2000 en l'occurrence, et les deux solutions qu'on a trouvées et que je vais aller tester dans une semaine sur TC2000, c'est le CU Spoon qui m'a monté le rev limiter de 1000 tours par minute, ce qui va sûrement me permettre d'avoir la back straight sans avoir à passer en 5e et sans taper dans le rev limiter, donc ça va me faire gagner beaucoup de temps, et surtout des roues plus grosses à l'avant. Parce qu'un tour de transmission sur des roues plus grosses, ça fera plus de trajets parcourus. Donc j'ai acheté un set de TE37 en 16 pouces 8J, que j'ai pas encore testé d'ailleurs, faut que je les installe sur la voiture. Et je vais aller tester ça dans une semaine. Le straight pipe. Je veux mettre un straight pipe. Juste parce que ça va bien avec l'atmosphère de la voiture. Néanmoins, de 1, j'ai des voisins. Et TC2000, par exemple, il ne tolère pas. Donc TC2000, c'est trop... Le TC2000 est devenu de plus en plus emmerdant au niveau du son des voitures. Donc si vous avez un straight pipe, vous ne pouvez pas courir sur TC2000. Osaka, par exemple, avec... comment il s'appelle déjà Central Circuit, ils n'ont pas du tout cette limitation. Les mecs qui sont au milieu d'une montagne, ils en ont rien à foutre. Mais TC2000, ils vous empêcheront de rouler si vous faites trop de bruit. Donc straight pipe, out. J'en ai un straight pipe.
Un jour, je l'installerai sûrement pour le fun, si je vais vraiment à Osaka pour une longue durée, on verra. Mais pour l'instant, je reste avec mon petit Gozigen, qui a un très joli son, je trouve. Et qui fait pas trop chier les voisins. Donc ça c'était plus pour la partie modification. Vous m'avez aussi posé des questions plus sur le comparatif DC2, EF9 et EG6. Donc ce que j'ai noté c'est que le F9 est beaucoup plus léger et que ça se sent. Honnêtement le freinage jour et nuit entre l'Integra et la Civic, donc c'est vachement plus agréable. Elle tourne beaucoup mieux, elle est beaucoup plus agile, vu qu'elle est moins longue que la DC2. Lorsqu'elle tourne vraiment, la voiture elle tourne d'un coup et c'est vachement plus sec, beaucoup plus pratique. Lorsque je veux passer quelqu'un un petit peu brusquement, honnêtement ça se fait tout seul, donc c'est vachement agréable. Elle survient un peu plus par contre, parce qu'on n'a on a quasiment pas d'appui à l'arrière, parce que l'aileron il fait quand même pas grand chose par rapport au Voltex que j'avais sur l'Integra. Mais c'est assez facile à contrer en fait. Honnêtement, ça me permet c'est un bon entraînement, je trouve, de survirer surtout sur circuit. Donc généralement, j'essaie de pousser un peu et de voir justement comment la voiture réagit. Et ça fait pour de jolies vidéos. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mes meilleurs temps sur TC2000 avec les voitures. DC2 1,9 litre, 994 kg, transmission normale. Mon meilleur temps c'était 1 minute 7, 0,5. Le G6 1,6 litre, 949 kg, transmission à rapport court, 1 minute 6, 853. Et EF9 1,6 litre, 871 kg, avec la transmission à 1,4 rapport court, on est à 1,6, 660. Donc, le F9 est plus rapide, malgré ce problème de transmission et cette ECU pas cool. Mon objectif, c'est vraiment rentrer dans les 5 secondes. Voilà. Quelqu'un m'a demandé quelle voiture je préférais au niveau du look. Donc l'Integra reste la première, DC2 honnêtement la DC2 Spoon est la première, suivie par le F9 et enfin le G6. Voilà, ça c'est ma préférence pour ceux que ça intéresse. Et quel est mon ressenti par rapport à le F9 Spoon? Je crois que c'est un peu, je me sens comme à la maison. Honnêtement, de l'intérieur c'est pareil, j'ai le son du collecteur, j'ai le son du moteur, etc. C'est vachement agréable. La seule chose qui vraiment diffère un peu, c'est le straight pipe. Mais je trouve quand même ça vachement plus agréable d'avoir un joli son comme ça et de pouvoir rouler un peu vite partout. Et voilà, la transmission à rapport court, super agréable. Donc ouais. Maintenant, le seul truc qui manque, effectivement, c'est une livrée juste pour pouvoir lui redonner cette atmosphère. C'est vraiment ce waouh quand les gens la voient. Mais chaque chose en son temps, ça arrivera quand ça arrivera. Enfin, on m'a demandé quel usage est-ce que je compte faire de cette EF9. Est-ce qu'elle va rester légale? Elle aura une plaque d'immatriculation et elle ira là où elle ira. Voilà. De toute façon, vous avez sûrement déjà vu les vidéos qui sont sorties. Donc, vous savez déjà de quoi elle est capable. Et la question finale qui m'a été assez souvent posée, c'est combien ça a coûté? À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas reçu la facture, mais le prix de la voiture était de 2,5 millions. Les modifications étaient pas liées à 2 millions. Je lui avais dit, j'ai besoin de tout ça, tu le fais de la façon dont tu veux, mais je veux pas que ça dépasse 2 millions. Et enfin, le prix des pièces, je crois qu'on est autour d'1 million. Donc, pour ce prix-là, j'aurais pu acheter une R35 GTR. Mais entre une R35 GTR d'origine et mon EF9, je pense que je m'amuserais plus avec le F9. Voilà. En théorie, cette vidéo sortira juste avant le méga mix de fin d'année. Donc, je pense que je ne vous reverrai pas avant 2023. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Et à la prochaine sur KL Zoco.